Voilà, on a donné une définition du groupe dérivé et un certain nombre de propriétés finalement assez basiques, mais qui vont nous permettre de tout faire, surtout ce côté un peu fonctoriel. Hein. Et on va pouvoir s'attaquer à des applications. Alors, déjà, D de A4, c'est V4. Bon, ça, c'est pas vraiment une application, c'est plutôt un exercice. Alors, V4, c'est quoi? Ben, ce sont les éléments de A4 qui sont donnés par les doubles transpositions et l'élément neutre. Ça, c'est une classe de conjugaison. Ça, c'est une classe de conjugaison dans A4. Donc, en fait, ça, c'est distingué. D'ailleurs, on peut le voir assez facilement que c'est distingué parce que c'est le seul sous-groupe de A4 d'ordre 4. Donc, en particulier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est caractéristique, puisque quand on va le transformer par un automorphisme, il y aura un seul sous-groupe d'ordre 4, et puis ce sera lui. Donc il est stable en particulier par tous les automorphismes intérieurs, et il est distingué. Donc on peut vraiment le voir de plusieurs manières. Et comme A4 est d'ordre 12, lui il est d'ordre 4, en fait le tout c'est de vérifier que ça c'est un groupe. Ça c'est le truc pas évident, hein, d'accord ? Vous avez deux classes de conjugaison, celle-ci et celle-ci, et vous les emboîtez comme ça et ça fait un groupe. Bon, c'est assez rare quand même. Hein. Donc là, on est dans un cadre assez exceptionnel. Donc ça c'est un groupe. Ça, c'est le scoop. Après, le fait qu'il soit distingué est nettement moins un scoop. Le fait que A4 sur V4, il est d'ordre 3, 12 divisé par 4, ça fait 3. Il n'y a qu'un seul groupe d'ordre 3, il est isomorphe AZ sur 3Z. Donc en particulier, il est abélien. Donc c'est ce qu'on a vu, puisque le quotient est abélien, c'est que V4 contient D de A4. Voilà. Maintenant, comme A4 n'est pas commutatif, c'est clair, vous prenez 2-3 cycles à support distinct, vous voyez que ça ne commute pas. Donc ça veut dire que la dérivée de A4, ça ne va pas être E, donc il va exister un commutateur différent de E. Bon, alors disons, puisqu'il est différent de E, on peut toujours supposer que c'est celui-ci. Et maintenant, en appliquant des automorphismes intérieurs, d'accord, pour un sigma qui envoie, par exemple, si on envoie 1 sur 3 et 3 sur 1, voilà, on prend la transposition 1, 3, ça va nous envoyer ça sur ça. Voilà. Et on conjugue par ça, on va conjuguer. Donc on va voir qu'on va avoir tous les éléments ici, parce que V4 est distingué, donc il est stable par conjugaison. Et donc on va avoir l'inclusion inverse. Ça c'est très facile. Bien. Je propose de démontrer que le sous-groupe dérivé de SL2 de F3, c'est H8. Ce qui n'est pas évident, c'est de montrer qu'il y a 8 éléments. Alors, déjà le cardinal de SL2 de F3, alors il y a une formule qui nous donne ça, on fait comme si c'était GL2, c'est-à-dire on compte des bases, 3 au carré moins 1 fois 3 au carré moins 3, voilà. Alors là on divise par 2 parce qu'il y a deux déterminants possibles, et ça nous fait 24. Vous voyez que 8, si vous connaissez les sous-groupes de Sylow, ça veut dire que 8 c'est la puissance de 2 maximale qui divise 24, ça va être un 2 Sylow. En fait, on est en train de dire que là, le sous-groupe dérivé, c'est le 2 Sylow et que c'est H8. Alors, regardez comment on va s'y prendre pour démontrer que c'est H8. On va partir d'abord de SL2 de F3, qui est un groupe qui va évidemment agir sur les droites vectorielles, parce que GL2 agit sur les droites vectorielles, du plan F3 carré. Hein. Effectivement, il y a 4 droites. Hein, donc y égale lambda x pour lambda égale 0, 1 et moins 1, tous les éléments de F3, et la droite verticale, ce qu'on appelle la droite verticale, x égale 0. Et on va avoir un morphisme, donc par d'action de SL2 de F3 vers S4. Son noyau, on sait que ça veut dire que c'est les gens qui respectent toutes les droites. Mais ça, c'est les homothéties. Et là, il y en a deux, c'est identité et moins identité. Donc on quotiente par le noyau, donc on quotiente par plus ou moins identité. On a un groupe quotient qu'on appelle PSL2 de F3, qui va être de cardinal maintenant à 12, et qui va s'envoyer maintenant injectivement, puisqu'on a quotienté par le noyau, sur S4. Donc forcément,
il n'y a qu'un seul sous-groupe d'indice 2 dans S4, c'est A4. Donc on va avoir cet isomorphisme-là, PSL2 de F3 et A4. Ce qui fait qu'on a un morphisme de SL2 de F3, c'est le morphisme quotient, hein, donc on quotiente ici, et ici on a PSL2 de F3 qui est isomorphe à A4. Je vais dériver ce morphisme, j'ai mon phi dérivé, et je vais avoir DSL2 de F3 qui va s'envoyer sur la dérivée de A4. Mais la dérivée du groupe A4, c'est V4. Donc c'est V4, le Firth group, hein, le groupe de Klein. Bien, et ça va garder le caractère surjectif, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, on avait un noyau plus ou moins 1. Donc ici, on a un noyau plus ou moins 1 inter D, puisqu'on a pris une restriction, inter le sous-groupe dérivé. Bien. De deux choses lignes, il faut faire deux cas maintenant. Soit moins identité et n'est pas dedans, soit moins identité est dedans. Si moins identité n'est pas dedans. Donc ça veut dire que le noyau, qui est l'intersection du noyau ici, donc plus ou moins identité, et lui, ça va être juste l'identité. Ça veut dire que c'est injectif. Mais comme c'est déjà surjectif, ça veut dire que c'est iso. Donc ici, on a D de SL2 de F3 qui serait, parce qu'on est dans un cas absurde, isomorphe à V4. Mais ça, c'est absurde, parce que ça voudrait dire que dans SL2 de F3, puisque lui est inclus dans SL2 de F3, il y a au moins 3 éléments ici d'ordre 2. Or, des éléments d'ordre 2, en faisant un petit peu de réduction, en regardant, en disant, bon on prend un élément d'ordre 2 de SL2 de F3, il va être annulé par x2 moins 1, qui est un des simples, donc il va être diagonalisable. Et comme il est diagonalisable de déterminant 1, forcément, ça veut dire que c'est l'identité ou moins l'identité. Mais comme on a demandé ordre 2, ça veut dire que c'est moins l'identité. Donc il n'y a qu'un seul élément d'ordre 2 dans SL2 de F3. Donc ça ne peut pas être isomorphe au groupe de Klein. Ça veut dire que moins identité, on aurait pu le trouver avec une autre formule, mais moins identité donc appartient à lui. Et donc D de SL2 de F3 est bien d'ordre 8, puisque maintenant le noyau va être d'ordre 2, ici l'image est d'ordre 4, donc lui est d'ordre 8. Comme il est d'ordre 8, maintenant on a classifié tous les groupes d'ordre 8, il y a les groupes abéliens, mais ça ne va pas être un groupe abélien. Et parmi les non abéliens, il y a D4 et H8. Alors, comme il n'y a qu'un seul élément d'ordre 2, ça ne peut pas être D4, parce que D4, déjà, vous avez une rotation d'ordre 2, et vous avez 4 symétries d'ordre 2, vous avez 5 éléments d'ordre 2. Donc c'est pas possible. Un seul élément d'ordre 2, H8, c'est ça. Donc forcément, par élimination, c'est H8, et on a prouvé notre théorème. Je vais partir sur d'autres applications. Alors il y a cette preuve où G est simple d'ordre 60, ça implique que G est isomorphe à A5. Alors, je ne vais pas donner toute la preuve parce que ce serait un peu long, puis ça a déjà été fait ici sur ces vidéos. Mais je vais donner juste l'idée qui se sert de la dérivée. Rappelez-vous que G, forcément, on arrive à montrer qu'il possède 6 5 lots, et donc G agit non trivialement sur ces 6, puisqu'il agit transitivement, et on a un morphisme non trivial de G vers S6. Et là, on le dérive, et quand on dérive, on va dériver G, mais ça va rester G, et là, on va dériver S6, et là, ça va devenir A6. Vous voyez l'avantage? Et donc, ça va faire qu'on va avoir un sous-groupe de A6 qui va être, donc G va devenir un sous-groupe de A6, parce que là, forcément, ça s'injecte, puisque c'est simple non trivial, et là, il va être d'indice 6. C'est ça la clé de la preuve, elle est dans la dérivée. Autre chose, vous prenez un morphisme de GLN dans K étoile. Donc là, on a un groupe, voilà, la loi multiplie, là, on a un groupe multiplicatif aussi. Eh bien, on arrive à les comprendre, parce que forcément, quand on va dériver ici phi, on va avoir SLN à gauche, et K étoile
va devenir, la dérivée de k étoile, ça va être 1. Donc ça veut dire que quand on dérive phi, on va voir que SLN s'envoie forcément sur 1. Donc, SLN est dans le noyau. On aurait pu le dire aussi parce qu'on a un quotient abélien. C'est la même chose. Bien. Alors, ça veut dire qu'on a un passage au quotient, G sur SLN, d'accord, qui va aller dans K étoile. Mais j'affirme que G sur SLN, c'est K étoile. Ben oui, parce que vous avez le déterminant qui va de GLN dans K étoile, qui fournit, qui est surjectif sur K étoile, et dont le noyau c'est SLN par définition. Donc on peut quotienter et avoir un isomorphisme de GLN sur SLN avec K étoile. Donc j'assume que ça et ça c'est pareil. Donc le passage au quotient, je le fais par le déterminant ici vers K étoile. Et comme j'ai fait un passage au quotient, ici, j'ai l'existence d'un automorphisme delta. Donc en gros, ça veut dire que si je veux avoir tous les morphismes de là vers là, eh bien, il suffit que je prenne tous les morphismes de là vers là, c'est déjà beaucoup plus facile à trouver, et que je les compose par le déterminant. Voilà. Bon, une autre histoire que j'ai racontée il n'y a pas longtemps, si on a un sous-groupe d'ordre 6 de A4, eh ben c'est impossible. Parce que d'ordre 6, ça veut dire que H serait isomorphe soit à Z sur 6Z, soit à S3. Okay, c'est les seuls groupes d'ordre 6 à isomorphisme près. Mais il n'y a pas d'élément d'ordre 6 dans A4, c'est vite vu. Et si S3 s'injectait dans A4, là ce serait possible. Hein, vous avez 6 et ici vous avez 12. Mais vous dérivez, et là vous aurez une injection, puisqu'on garde le caractère injectif, de A3 vers V4. Et là, vous avez 3, et là, vous avez 4, et 3 ne divise pas 4. Alors, dernier truc peut-être que je n'ai pas dit, j'ai parlé des propriétés fonctorielles de D, finalement. Eh bien, D n'est pas exact, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir D de G sur H isomorphe à D de G, malheureusement, sur D de H. Voilà. En général, faux. Faut faire attention. Donc vous prenez pour G SLN, là ici vous prenez donc les homothéties hein, de SLN, et vous dérivez. Donc ici vous avez P de SLN, mais on sait que c'est simple, donc ça c'est P de SLN, c'est simple non abélien, donc le dérivé c'est lui-même, voilà. Et par contre, si je dérive SLN, là j'ai SLN. Et si je dérive, ça c'est abélien, là j'ai E. Et ça, c'est pas isomorphe à SLN. D'accord ? Là c'est un quotient, c'est vraiment pas isomorphe. Voilà, donc je pense qu'on a parcouru à peu près tout le champ de l'agrégation autour du groupe dérivé, donc qui est, attention, je vous le dis, borderline. Ça, c'est un petit peu de la connaissance de confort quand on arrive à l'oral. Voilà.